Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Nous sommes au cœur de l'été, qui est tellement surprenant cette année avec sa chaleur inhabituelle. J'espère que vous le traversez avec un peu de fraîcheur dans vos maisons, dans vos vies et dans vos cœurs. Ce message, il est lancé au cœur de cet été pour Zétéo. La chaleur ici ne va pas manquer non plus dans les épisodes à venir, une chaleur vibrante, passionnée souvent, et en fait tellement joyeuse, douce, apaisante, et je l'espère profondément rafraîchissante. Chaque été, c'est un peu un pari que nous traversons, pour Zétéo aussi qui ne part pas en vacances. Chaque été, j'essaie de marquer ce temps qui est pour la plupart d'entre vous, je l'espère, le plus possible, un moment de réflexion et de recul, avec des rencontres particulièrement fortes, et je crois que vous ne serez pas déçus par les épisodes à venir. Jusqu'à la fin du mois d'août, ils sont maintenant tous enregistrés et ils seront diffusés chaque dimanche de cet été. Avec, comme aujourd'hui, avec Mathilde, des voix nouvelles et aussi des voix que vous connaissez et que vous aimez beaucoup. Pour traverser cet été, Zétéo a et aura besoin du soutien financier de ceux et celles parmi vous qui peuvent nous aider par un don. Je profite de ce message pour remercier ceux et celles qui ont déjà fait un don. Je pense notamment aux dons récents et j'appelle ceux et celles qui apprécient ce podcast et qui peuvent en devenir les bienfaiteurs, même par un petit geste, car chaque geste compte. Zétéo, c'est une belle mission, belle et fragile à la fois, parce que ce podcast est indépendant, libre, gratuit et sans autre forme de revenu que la générosité de ses auditeurs et de ses auditrices particulièrement. Oui, je les remercie particulièrement, ces femmes qui font le bonheur de ce podcast, en étant invitées peut-être plus souvent que les hommes, ce que je crois même si je ne le compte pas, en étant des auditrices si fidèles, des amies, des messagères, en étant aussi les principales donatrices de Zétéo. Merci d'avance à tous ceux et celles qui vont répondre à cet appel, qui est aussi important que confiant, important parce qu'il y a de longues semaines à traverser, confiant parce que si ce podcast répond à un besoin, s'il remplit une bonne mission, alors j'ai confiance en la bienveillance divine infinie qui sait susciter la manne quand elle est nécessaire. Merci à tous, bel été, beaux épisodes de Zétéo. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux, dans la série des épisodes d'été que j'annonçais et un peu pour nous aider à mieux respirer, à la rencontre d'hommes et de femmes jeunes qui incarnent le monde nouveau. Je vous propose une rencontre aujourd'hui avec une personne qui a eu, comme Laura, qui a eu l'idée de me contacter. Mathilde Lorette, bonjour. Bonjour. Bonjour Mathilde, merci de me recevoir chez vous. Et c'est une de mes étapes de rencontre qui me mène un petit peu partout en France. D'abord, où sommes-nous ? Alors nous sommes dans le petit village de Saint-Aubin, qui est situé sur la commune de Plumelec, dans le Morbihan. En Bretagne. En Bretagne. D'ailleurs, on est tout près du village du poète ferrailleur. Tout à fait. On est à même pas 10 minutes à de Lisieux. Vous le connaissez bien, Robert Coudray ? Alors, on ne peut pas dire que je le connaisse bien, oui. Mais on se croise de temps en temps en fest-noz. Alors, les fest-noz, ce sont des bals bretons, de danse bretonne. Je le sais, parce que je suis quand même breton, les fest-noz. Et alors, en quelques mots, Mathilde, qui êtes-vous ? C'est difficile comme question. C'est difficile, oui. Je vous avais pas prévenu. En quelques mots, je suis une femme qui arrive à la quarantaine. Il paraît que c'est un âge charnière dans une vie. Et je pourrais dire que je suis une chercheuse de vérité, une chercheuse d'une question qui m'a toujours habitée. C'est quoi l'amour ? Voilà. Et voilà, ma vie, c'est ça. C'est chercher ce qu'est l'amour, l'amour avec un grand A. Et votre activité ?
Alors, j'ai une activité qui me suit depuis plus de 10 ans maintenant, qui est l'Ayurveda. Donc, je suis praticienne en Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde. Je suis également professeure de yoga. Et puis, à côté de ça, je suis chargée de communication, chargée de mission. Et là, en ce moment, je travaille dans une recyclerie. C'est-à-dire? Alors, une recyclerie, c'est un magasin de seconde main où on réceptionne les dons d'objets, en fait, dont les gens ne veulent plus se servir, et puis on les revend. Voilà, à des gens dont ça fera le bonheur. Et alors, c'est quand même assez étonnant, quoique non, moi, plus rien ne m'étonne, mais l'Ayurveda en plein cœur de la Bretagne, c'est étonnant, non? C'est un peu étonnant. Alors après, c'est le fruit d'un voyage, de rencontres, et ça a été un coup de cœur avec l'Inde, mais que je n'ai pas rencontré en Inde. L'Inde, c'est un coup de cœur. C'est depuis quand votre passion pour l'Inde? Alors, en 2008, je suis partie en Amérique latine, et il se trouve qu'en Amérique latine, il y a beaucoup de groupes en fait spirituels autour de Krishna. Voilà, donc on les voit dans la rue, et moi, ça m'intriguait beaucoup. Je n'étais pas du tout familière à ça. Vous alliez pourquoi en Amérique latine? Alors, moi, j'ai très jeune voulu voyager. Voilà, j'étais en quête, j'avais un imaginaire, un fantasme en fait du voyage, de l'ailleurs, comme un monde meilleur. Enfin, en tout cas, un monde qui répondrait peut-être un peu mieux à mes valeurs, à mes questions. Et puis, dès que j'ai pu, donc après ma licence de communication, dès que j'ai pu, j'ai pris une année sabbatique et je suis partie voyager. Et j'étais très attirée par le Pérou. La nature, peut-être, la culture. Enfin, en tout cas, ce que j'imaginais derrière ça. Les spiritualités du Pérou. Alors, je m'en rappelle plus. Et le contact avec la nature. Ouais, je peux... Parce que c'est quand même un pays très emblématique pour ça. Complètement. Mais j'ai l'impression que la spiritualité, en fait, j'y ai goûté, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été vécu là-bas. J'y ai goûté sur place, et je me suis rendu compte sur place, ou en tout cas après mon voyage, à quel point le sacré, en fait, était l'ingrédient qui manquait dans ma vie, et que c'était ça que je cherchais. Mais je ne sais pas si à l'époque, au moment de partir, j'avais déjà cette conscience-là. Je cherchais en tout cas un monde qui réponde mieux à mes valeurs. Et les valeurs, pour moi, ça fait quand même partie de ce package de la spiritualité. Vous aviez fait des études, vous vouliez travailler dans la communication? Alors, j'ai commencé la communication sans trop savoir ce que c'était. Moi, alors ça va peut-être paraître bizarre à certaines personnes encore plus jeunes que moi, mais j'avais pas d'ordinateur chez moi. Je crois que je m'en rendais pas bien compte ce que c'était que la communication. Donc, j'ai commencé parce qu'on faisait de l'art, on faisait de la philo, on réfléchissait, il y avait de la sociologie. Enfin, voilà, je me suis dit, ça m'intéresse. Et je me disais, c'est peut-être aussi pour mieux apprendre à communiquer entre nous, entre individus. Je me doutais que c'est ce que vous alliez dire. C'est ça. Mais bon, j'ai vite déchanté, j'ai envie de dire. En tout cas, j'ai vite compris que c'était pas vraiment ça. Mais du coup, moi, j'avais dans l'idée de travailler pour l'ONU. Voilà, j'avais envie de partir faire un master au Canada et de continuer à travailler pour l'ONU. Et vous l'avez fait? Alors, il se trouve qu'en fin de licence, j'ai eu l'occasion de participer à un rassemblement qui est organisé par l'ONU pour les jeunes. Donc, on était 120 jeunes du monde entier. On était à Bonn, en Allemagne, dans les locaux de l'ONU, nourris par les cuisiniers de l'ONU. Et on a fait un jeu de rôle géant dans les conditions réelles. Et je pense que là, encore une fois, ça répondait pas à mes aspirations. Il y avait des personnes qui étaient très, très authentiques dans leur démarche, et puis il y a des personnes qui étaient là plus pour une carrière, en fait, pour une carrière personnelle. Et du coup, pareil, je trouvais que ça répondait pas à mes attentes. Et c'est là que j'ai décidé, je dis, bon, je fais une année de break et je pars faire ce voyage dont je rêve depuis très longtemps. En Inde? En Amérique latine. Ah, c'est l'Amérique latine à ce moment-là. En premier. D'accord. En premier, voilà. Et l'Inde vient après? Et l'Inde vient après. Du coup, quand je rentre d'Amérique latine, je sais pas pourquoi, dans l'avion, je me dis, mon prochain voyage, ce sera en Inde. Et je ne sais pas pourquoi. Et je rentre, je reprends des études. Du coup, je décide, suite à l'Amérique latine, de travailler auprès des populations, puisque là-bas, en Amérique latine, j'ai participé à un programme d'Agenda 21. Et du coup, j'ai vraiment travaillé auprès des populations, et je me suis dit, je préfère être avec les gens sur le terrain que dans des instances internationales et dans des bureaux. Donc, quand je suis rentrée, je suis revenue en France, j'ai poursuivi mes études. Et dans le cadre de ces études, j'ai rencontré un médecin ayurvédique. Et l'Inde est venue à moi, en France, du coup. Et là, ça a été la révélation. Parce que déjà, il m'a soignée de problèmes de santé que j'avais depuis très longtemps. Et ça m'a donné envie de me former. Et là, j'ai compris pourquoi j'avais cet appel de l'Inde, en me formant à l'Ayurveda, au yoga, et puis en découvrant la vie d'ashram, puisque c'était dans un ashram.
Et donc là, vous faites le choix d'aller en Inde. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que vous pensez à vous consacrer à l'Ayurveda? Alors, assez vite, quand je me forme à l'Ayurveda, assez vite, je me rends compte que c'est une évidence. Et donc, je pars pas tout de suite en Inde, en fait. Je me forme pendant 3 ans et demi. Et donc, vous n'avez pas d'activité professionnelle en tant que telle? Vous faites de la À ce formation? moment-là, non. Je me forme et puis à côté, je travaille. Voilà, je travaille en tant que surveillante dans un lycée, collège. Ouais, des jobs alimentaires. Je me forme. Je consacre le plus de temps possible à ma formation. Et puis, je découvre aussi la spiritualité indienne. C'est un peu... Ça me parle moins. Ça me fait plus travailler au niveau de mes croyances, de mes concepts, que la spiritualité amérindienne. Et c'était quoi vos croyances, justement, à ce moment-là? Ou celles que vous aviez reçues, ou celles dont vous viviez ou pas? Ouais. Alors moi, je me considérais athée. Voilà, je croyais en rien, ou agnostique. Une famille et une éducation religieuse particulière? Alors, je suis baptisée. J'ai été baptisée assez tard, vers 3-4 ans. Mais aucune tradition religieuse chez moi. On n'en parle pas, même on n'y croit pas. Même il y a plutôt de la méfiance vis-à-vis de la religion. Donc, je baigne pas du tout là-dedans. Mais très tôt, je m'intéresse quand même au bouddhisme. Enfin, je sens que j'ai ça en moi. Et aussi petite, en fait, je priais Jésus et la Vierge Marie. Ça faisait vraiment partie de mes pratiques, mais j'en parlais pas. C'est-à-dire? C'était caché. Vous les priez comment? Je leur demandais de l'aide, quoi. Je leur demandais de l'aide. En fait, sans les connaître quasiment, puisque on vous parlait pas d'eux. Non. Alors, comme j'ai été baptisée tard, je me dis que peut-être, voilà, on m'en avait parlé au moment du baptême. Enfin, je le fais un petit peu en entendre parler, mais en tout cas, on n'en parlait pas à la maison. Donc, sans les connaître. Ni à l'école. Non, éducation publique. Mais je les priais, c'était ce qui me rassurait. Je leur demandais de l'aide, en fait, quand j'avais besoin. Voilà. Donc, en fait, non, aucune éducation religieuse, plutôt de la méfiance. J'ai souvenir que quand j'étais jeune, il y avait beaucoup d'émissions sur les sectes aussi. Donc, il y avait, mes parents regardaient beaucoup ça, donc il y avait beaucoup de peur sur tout ça. Et du coup, quand j'ai commencé dans cet ashram, j'étais beaucoup en vigilance, enfin, en tout cas en recherche de discernement. Parce que vous commencez dans un ashram, vous entrez dans une communauté. Je me forme avec quelqu'un qui vit dans un ashram. C'était lequel? Quel ashram? C'était les enseignements de Jean-Philippe Galdi, voilà, qui n'est pas connu. C'est où? C'est dans le sud de la France, vers Avignon. Voilà. Et du coup, je découvre ce que c'est que le mot ashram, parce qu'en fait, donc un ashram, c'est un monastère. Voilà. Je découvre la vie en monastère, je découvre ce que c'est qu'un maître aussi, parce que donc très facilement dans la culture indienne, on parle des maîtres. Pour utiliser le terme sanskrit, c'est guru. Donc, nous, dans notre vision occidentale, c'est un mot qui est très péjoratif, un gourou. Voilà. Et en fait, en Inde, un gourou, c'est un enseignant spirituel, c'est celui qui connaît l'ombre et la lumière. C'est celui aussi qui est... Gourou, ça veut dire, en sanskrit, ça veut dire qui pèse. C'est le poids. Donc, c'est celui qui a le poids de la sagesse. Voilà. Donc, en Inde, traditionnellement, toutes les familles ont un gourou. En fait, c'est naturel d'avoir un enseignement spirituel, en fait. Donc, je découvre ce que c'est qu'un gourou et aussi tout ce qu'on dit sur l'omniscience, omnipotence des gourous. C'est-à-dire que, à force de pratique, c'est usuel en Inde de dire qu'on acquiert des siddhis. Donc, les siddhis sont comme des pouvoirs, en fait, et des capacités extrasensorielles. Donc, je découvre je teste, je découvre. Et là, je découvre des choses qui étaient assez incroyables, enfin, qui m'ont bouleversée. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, bon, on me disait que ce maître était omniscient. Enfin, voilà. Et omniscient, ça veut dire qu'il savait tout. Voilà. Et donc, un jour, je le vois se balader dans le jardin. Donc, moi, je suis dans une grande maison, au 2e étage d'une maison. Et je le vois au loin se balader dans le jardin. Les fenêtres sont fermées. Bon, de toute façon, je me pose dans ma tête et dans mon cœur ma question. Et je dis avec toute ma jeunesse, bon, si vraiment tu es omniscient, j'aimerais bien que tu m'expliques ce qu'est la méditation, parce que je comprends pas ce que c'est que la méditation. Tout le monde en parle, ça a l'air important, mais je comprends pas ce que c'est. Et puis, le lendemain matin, je pars dans le jardin d'éveil. Il y avait un jardin d'éveil là-bas. Je pars, je tombe en amour, en fait, face à un endroit où il y avait des petites violettes et des petites fleurs. Et je m'assois et je contemple et la paix s'installe et je reste, je respire.
Et en fait, il arrive derrière moi, je le vois pas venir, je l'entends pas venir. Il arrive derrière moi, il était avec une femme. Il me regarde, il me dit, bah, vous voyez, c'est ça, méditer. C'est ça, la méditation. Et il repart en marchant. Et ça m'a interloquée, ça m'a Vous ne lui avez stupéfait. pas dit que c'était votre quête, Non. que c'était votre question. Non, non. C'était une question que j'avais formulée dans mon cœur, dans mon esprit à moi-même, en le regardant, et puis dans un esprit un peu de test, quoi. Vous restez combien de temps dans cet ashram? Pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je me forme là-bas et j'y vais de temps en temps, sur des périodes d'une semaine, 10 jours. Et puis j'ai fait un séjour le plus long, on va dire 1 mois et demi. Voilà. Et puis, en parallèle, je rencontre Amma. Mon formateur en Ayurveda l'avait suivi sur des tours en Europe pendant longtemps. Donc, il nous parle de cette femme et je décide d'aller rencontrer Amma. Et donc, je fais une première rencontre avec Amma à Toulon, voilà, en 2010-2011. Et là, bah, rien ne se passe d'extraordinaire. J'arrive, le programme a déjà commencé. À Toulon, ce sont des grands gradins. On est assis. Amma est sur une scène au loin et au milieu, il y a tout son staff qui vend des choses en fait pour ses œuvres caritatives. Mais moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne connais pas cette femme, je ne connais pas ses organisations, je ne connais pas son histoire. Et la seule question que je me pose, c'est je ne comprends pas pourquoi on vend des choses, pourquoi il y a de l'argent qui circule sur un programme spirituel. Ça me parle pas plus que ça, mais bon, je passe au darshan, qui est cette bénédiction d'Amma sous forme d'étreinte, voilà, quand elle embrasse. Et puis, elle me dit quelque chose à l'oreille que je comprends pas à l'époque. Et puis voilà, je repars. Et rien de spécial à ce moment-là. Et je commençais vraiment à m'attacher à l'enseignement de Jean-Philippe Galdi. Il enseignait le Gayatri Mantra, qui est un mantra très connu en Inde, qui est relié au soleil. Donc, vous suivez cette formation et votre vie, alors, vous avez renoncé à vous engager dans le monde comme le font toutes les jeunes femmes modernes qui ont fait des études de communication? Non, à cette époque-là. Donc moi, après mes études de communication, quand je suis revenue d'Amérique latine, j'avais repris mes études en management de projets en milieu rural, pour accompagner des projets en milieu rural. Et j'ai voulu approfondir sur le domaine agricole. Donc, j'ai fait un BPREA agricole. Vous voyez, je suis quelqu'un qui a un peu comme Robert Coudray, en fait. Quand je déroulais une pelote, je découvrais, ça me passionnait, j'allais au bout de mes formations là-dedans. Donc, j'étais déjà dans une sorte de rupture par rapport à la communication, par rapport à même notre culture occidentale et à la consommation. J'étais dans un désir de simplicité, de revenir à la terre-mère, et pour cela, je m'étais installée en Dordogne. Donc, j'étais avec mon compagnon à l'époque. On a acheté un terrain, on voulait construire une maison en bois, et il y avait toute une cohérence totale pour moi de soigner avec les plantes, de cultiver mes plantes et d'avoir une vie en harmonie avec la nature. Voilà. Donc, j'avais la communication, et c'était un bagage. Pour moi, c'était un bagage que j'avais, qui me servait dans le fait de communiquer sur mes activités, voilà, mais pas plus que ça. Et ensuite? Et ensuite, donc j'ai travaillé, j'ai développé mes massages, j'ai développé mes cours de yoga, ça a bien marché. À côté de ça, j'ai gardé un travail plus qu'alimentaire, puisque j'ai eu la grande chance d'être chargée de mission pour l'ONG de Marion Chéniaud-Dupuy. Donc en fait, elle avait grandi en Dordogne, à côté de là où j'habitais, et donc sa maman venait faire des cours de yoga. C'est quelle ONG? Je connais pas. Alors, c'est Island Initiative. Marion Chéniaud-Dupuy, du coup, c'est une jeune périgourdine qui, à 16 ans, part en Inde, à Calcutta, va faire de l'humanitaire avec le papa d'une amie à elle, et qui, à 18 ans, décide d'aller vivre au Tibet. Et donc, elle part vivre dans un monastère tibétain, suivre pendant, il me semble que c'est 6, 8, ou peut-être 10 ans. Il me semble que c'est 8 ans. Elle part suivre des enseignements. Et donc, elle voulait avoir une vie monastique, mais on lui dit là-bas, non, ta place, elle est plus dans l'action, dans le karma yoga, donc l'action désintéressée. Et donc, elle crée une entreprise de l'économie sociale et solidaire et une ONG pour travailler avec les Sherpas au Népal et au Tibet, sur l'ascension notamment de l'Everest. Et elle a gravi l'Everest, en fait, plusieurs fois, 3 fois, il me semble. Et elle a créé le programme Clean Everest, qui est un programme qui nettoie l'Everest. Donc, c'est une femme qui a un sacré parcours, qui est assez incroyable. Que vous connaissez?
que j'ai rencontrée du coup. Voilà, j'ai travaillé avec elle pour elle pendant 1 an. Et après, voilà, je me suis complètement lancée dans l'Ayurveda et le yoga. Voilà. Jusqu'à arriver ici. Jusqu'à arriver ici. Je suis revenue en Bretagne suite à la séparation avec le papa de ma fille. Ça a été une secousse, une des secousses qu'on vit dans nos vies. Et j'ai repris un travail en communication pour les Biocoop de Vannes. Et j'ai remis un pied dans la communication, mais avec du coup tout le recul en fait de ma vie et tout le sens que je voulais donner à ce monde de la communication. Et du coup, je me dis, c'est aussi beau de communiquer, de faire se rencontrer les gens, de leur donner aussi la parole, un peu comme vous faites là. Et de me rappeler aussi que la communication, ça vient des mêmes racines que communier. Et c'est une façon aussi de se rencontrer et de se dire, que je trouvais très belle. Donc j'ai développé ça, j'ai créé mon agence de communication et mon agence d'accompagnement des entreprises avec notamment le prisme de l'Ayurveda. Et alors, c'est quoi le prisme de l'Ayurveda auprès d'entreprises ? Je suis curieux. Alors, l'Ayurveda des entreprises que j'ai créé, c'était un modèle d'analyse, de diagnostic des entreprises à travers la grille de lecture des 5 éléments de l'Ayurveda. Donc, l'Ayurveda, c'est une médecine qui est très vaste et très difficile à décrire comme ça. Donc, qui est très ancienne. Qui est très ancienne, ouais. On la date, les écrits sont datés environ plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et elle était évidemment transmise à l'oral bien avant. En tout cas, une des particularités de l'Ayurveda, c'est de lire le monde, notre monde intérieur, nous, notre physiologie, mais aussi notre psyché, et le monde extérieur par la grille de lecture des 5 éléments que sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, ou l'espace. Et on considère en Ayurveda que le monde est régi par ces lois. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais du coup, c'est la même chose pour un système, pour un collectif, pour une organisation et pour une entreprise. Du coup, ce serait quoi la terre de l'entreprise, l'eau, le feu, l'air, l'éther de l'entreprise? Et comment on pourrait diagnostiquer, analyser un système avec cette grille de lecture? Et comment on pourrait aussi, du coup, le soigner, analyser ses déséquilibres? Et comment on pourrait apporter des antidotes comme en Ayurveda? Donc voilà, j'ai créé cette approche-là. Et vous aviez des entreprises que vous conseilliez à ce moment-là ? Alors moi, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs individuels, ou alors vraiment avec des petites équipes. Et puis, je me suis dit, mais j'aimerais bien pouvoir accompagner des plus grosses entreprises, mais à ce moment-là, je n'avais pas assez les reins solides en termes de connaissances et de compétences, donc je me suis entourée de gens d'une équipe. Et on n'a pas réussi à développer le projet sur des entreprises plus grandes. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça ne m'étonne pas tant que ça, parce qu'il y a un tel écart, en fait. Il y a un tel écart entre le monde de l'entreprise, le monde économique tel qu'on le conçoit aujourd'hui, et l'Ayurveda, que ça pourrait intéresser 1, 2, 3 personnes très isolées, mais ça demande de faire un chemin à contresens de ce qui se fait aujourd'hui, et encore plus, j'ai envie de dire, avec l'IA, qui nous emmène sur des pistes qui sont très loin en fait de la conception d'une conception naturelle en fait du vivant et de nos organisations. Parce que ces principes Ayurveda, en fait, là vous venez de dire un mot-clé, c'est se rapprocher de la nature, des conceptions naturelles. Complètement. C'est assez proche en fait de ce que beaucoup de personnes que d'ailleurs j'ai la chance de rencontrer pratiquent sans savoir que c'est de l'Ayurveda, ou du moins c'est parce que c'est en fait peut-être un savoir humain qui est répandu dans toute la planète, qu'on reçoit souvent de traditions anciennes, ou simplement du respect de la nature. Là, je vous parle, on est dans votre salon, il y a une grande fresque au mur de François d'Assise, qui est un symbole, lui, justement, du respect de la nature. Oui, complètement. En fait, les lois du vivant, les lois de la nature, elles sont les mêmes partout sur Terre. Enfin, ce sont les lois du vivant. Donc après, les traditions vont les expliquer avec leurs mots, leurs concepts, leur mythologie, leurs histoires. Mais quand on rentre dans les racines en fait de toutes ces médecines-là, on retrouve évidemment des parallèles et puis des points de rencontre en fait. Moi, très jeune, en fait, je me suis intéressée aux travaux de Hildegard de Bingen. Et Hildegard de Bingen, elle parle d'Ayurveda, elle parle des éléments. Ou l'Ayurveda parle de ce dont parle Hildegard de Bingen. C'est pour moi exactement la même chose.
Et je pense que, en plus de ça, l'Ayurveda, donc c'est une médecine. En Inde, de toute façon, l'Ayurveda est reconnu par l'OMS comme une médecine. En Inde, il y a des grands hôpitaux, il y a la technique, l'imagerie médicale, etc. Hein. C'est très avancé comme médecine. Mais c'est pas qu'une médecine physique, vous voyez, c'est pas qu'une médecine du corps, c'est une médecine de l'âme qui envisage la médecine bien plus largement que la façon dont on l'envisage nous ici en Occident. Et du coup, il y a évidemment ce lien à la nature et une des particularités, comme dans la naturopathie ici moderne occidentale, c'est qu'on n'utilise aucun produit chimique. Voilà, ce sont que des traitements naturels. Ce projet autour des entreprises, je crois que maintenant c'est derrière vous. C'est derrière moi, pour l'instant. Donc, vous êtes dans cette activité auprès de coopératives de recyclage aujourd'hui et en même temps, vous avez développé votre propre activité de soignante en Ayurveda. Alors, évidemment, ce n'est pas tout l'Ayurveda que vous représentez, mais vous en représentez quand même une partie qui est peut-être la plus connue en France aujourd'hui, à travers les massages. À travers les massages, alors moi, plus ça va, plus j'axe quand même mes accompagnements sur les consultations et sur des accompagnements de groupe. Je fais de moins en moins de massages, même si ça a été vraiment au cœur de ma pratique, hein, les techniques oui, je suis rentrée, il y avait la table de massage. Oui, toujours prête à être utilisée, à sortir. Mais en fait, plus j'étudie en fait les textes de l'Ayurveda, plus je comprends aussi que avant d'aller sur un soin du corps, il y a beaucoup de choses à investiguer en fait pour que la personne vraiment se retrouve en santé. Et finalement, le soin corporel, le soin du corps, ça vient pour moi après un travail d'introspection, de connaissance de soi, de connaissance de sa physiologie, de sa digestion, de son système hormonal, de comment son corps fonctionne, comment son esprit fonctionne et comment les deux fonctionnent de façon imbriquée. Voilà. Et du coup, c'était important aussi pour moi, c'est-à-dire que dans le massage, la personne est dépendante du masseur ou de la masseuse. On pense que notre bien-être, notre santé dépend d'une personne qui va nous masser. Alors qu'en fait, pour moi, c'est très important de revenir à ce savoir qu'en fait, nous sommes souverains de notre santé. Nous avons beaucoup de clés en main, en fait, pour être en santé, en tout cas en équilibre. Et du coup, c'était important pour moi aussi d'accompagner les personnes pour qu'elles soient souveraines de leur santé et qu'elles apprennent en fait les principes de base de leur physiologie naturelle. Donc aujourd'hui, vous allez plus vers une pratique de groupe qu'une pratique individuelle. C'est-à-dire que le temps me manque, donc j'aimerais pouvoir faire les deux, mais j'ai quelques personnes en suivi, en consultation individuelle, mais là, depuis quelques mois, depuis 2 mois en fait, c'est assez récent, j'ai lancé un programme qui s'appelle Uteruum, donc c'est un mot que j'ai créé. C'est la contraction entre utérus et continuum, parce que je voulais créer une bulle d'accompagnement sur 9 mois, et j'accompagne que 3 personnes dans ces accompagnements collectifs, où les personnes peuvent vraiment prendre le temps de... Collectif, c'est-à-dire que ça se passe ensemble. Ensemble, voilà. Donc elles habitent dans des endroits différents en France, hein, donc on se retrouve 1 fois par mois en visio collective, et sinon on a un groupe WhatsApp où on échange et où je partage du contenu régulièrement. Et en plus de ça, elles ont 3 séances individuelles avec moi à étaler sur les 9 mois. Et cette fois-ci, une séance individuelle, mais qui est physique ou qui est en visio ? Qui est en visio. Tout se passe en visio. Voilà. Ça m'étonne. Comment c'est possible ? Alors que j'avais le sentiment que là, la relation physique, le contact physique était important. Alors, le contact physique est important dans le massage, dans la pratique de massage. Mais dans une consultation, on va venir faire le bilan sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, sur les pensées, sur les émotions. On peut tout à fait le faire à distance. Voilà. Et donc là, c'est 3 femmes que vous accompagnez. Tout à fait. Et il y aura d'autres groupes comme cela, parce que ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Ce sont 3 femmes et ça pourrait très bien être des groupes mixtes. Voilà. Je n'accompagne pas que les femmes, même si une majorité de femmes viennent à moi. Je n'accompagne pas que les femmes. Ce qui, moi, m'a beaucoup intéressé en préparant cette émission et en creusant les questions de l'Ayurveda, et on parlera aussi d'Ama, parce que ça vous fait des liens avec Priscilla Richat, que vous connaissez d'ailleurs, je crois que vous l'aviez rencontrée il y a quelques années, qui était l'invitée de ZTO il y a quelques mois, et qui est disciple d'Ama et qui pratique
qui pratique un massage qui est peut-être pas Ayurveda, qui est peut-être plutôt, à mon avis, le sien, qui est quelque chose qu'elle a vraiment très intégré, sa propre pratique, sa propre expérience. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est ce lien entre le corps, le mental, qui est tellement important, et justement, nous, en Occident, dans nos médecines, on semble avoir complètement perdu. On a perdu, mais ça revient, puisque aujourd'hui, les neurosciences, en fait, elles viennent valider ce que dit l'Ayurveda. Elles viennent valider que notre état d'être va influencer notre système nerveux, qui va lui-même influencer notre digestion, notre système hormonal. Voilà, donc il y a ce chemin-là qui se fait de l'esprit, des émotions, du mental vers le corps, et le chemin inverse est tout aussi vrai. C'est-à-dire qu'un corps qui est desséché, déshydraté, qui reçoit de la nourriture inflammatoire, tout cela va avoir un impact en fait sur les différents systèmes du corps, nerveux, système digestif, système hormonal, et cela va influencer notre façon de penser, notre façon de ressentir le monde. Donc en fait, c'est vraiment imbriqués l'un et l'autre. Voilà. Donc aujourd'hui, les neurosciences modernes viennent valider ces théories qui sont décrites dans les textes depuis des millénaires. Alors, est-ce que les neurosciences aussi sont en train de réintroduire la notion de l'âme? Parce que vous dites, l'Ayurveda, il parle de l'âme, il introduit cette notion de l'âme, et il inscrit toute une démarche dans une vision spirituelle de l'existence. Complètement. C'est ça qui vous plaît, en fait, je crois, le plus dans l'Ayurveda. Oui, complètement. Alors, la science aujourd'hui, elle n'en est pas là, ou alors de façon isolée, certains scientifiques, il y a quand même beaucoup de grands scientifiques, de grands physiciens, de grands mathématiciens qui, à un moment donné, sont arrivés sur des questions métaphysiques, spirituelles, puisque je pense que c'est le chemin. Mais en tout cas, l'Ayurveda fait partie des Védas, fait partie des textes fondateurs de la pensée indienne, du Sanatana Dharma. Et donc, la notion d'âme, la notion de vie spirituelle fait partie de la prise en charge de la santé mentale et du coup de la santé physique. Tout à fait. Comment tout ça se... j'imagine qu'il y a des liens très forts avec Amma. Tout ça c'est cohérent? Alors, Amma, elle vient me permettre d'observer, elle, comment elle fonctionne, d'observer en fait ce dont parlent les grands rishis, les grands sages de l'Inde qui ont écrit les Védas. En fait, pour moi, c'est un exemple incarné qu'on a aujourd'hui, qu'on a la grande chance d'avoir. Je pense qu'elle n'est pas la seule. Du coup, elle me permet de côtoyer ce monde des rishis, des sages de l'Inde ancienne, en fait. Elle me permet de vivre ce que ça pouvait être à l'époque et de m'en rendre compte de façon incarnée à travers mes sens. Donc c'est un cadeau. Et évidemment qu'elle vient nourrir ma vision de l'Ayurveda. L'Ayurveda, pour moi, si je devais vraiment réduire comme une huile essentielle, vraiment le condenser, pour moi, c'est l'amour et la conscience. Voilà, comme médecine. C'est l'amour, l'autocompassion, c'est l'amour dans ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on donne à notre corps? Est-ce qu'on comprend la physiologie de notre corps? Est-ce qu'on comprend ce dont notre corps a besoin? Est-ce qu'on lui donne ce dont il a besoin? C'est l'amour dans ce qu'on cultive de la terre pour se donner le meilleur après nous-mêmes et puis pour rendre le meilleur à la terre qui nous apporte ce dont on a besoin pour se nourrir. C'est l'amour de nos pensées, de nos émotions, de comment on accueille notre monde intérieur et qu'est-ce qu'on en fait. C'est l'amour de l'exigence pour soi-même, de ne pas rester dans nos travers, dans nos tendances négatives, dans ce qu'on appelle les vasanas en sanskrit, pour se donner le meilleur, pour s'améliorer. Donc pour moi, la médecine de l'Ayurveda, c'est ça, c'est aller chercher l'amour, le dharma, ça pourrait être un autre grand mot indien et synonyme. C'est peut-être aussi ça qui explique pourquoi aussi en Occident, l'Ayurveda et la sagesse orientale, notamment la sagesse qui vient de l'Inde, plaisent tant, parce qu'il y a aussi, vous avez parlé dans la préparation de cette émission, vous m'envoyez des textes, et on parle de tendresse envers les êtres, tendresse envers les fourmis, tendresse envers soi-même, respect infini. Vous avez parlé même d'avoir une certaine tendresse vis-à-vis de nos pensées, parce que souvent notre mental, on a un rapport compliqué avec lui.
tendresse avec les sens aussi, puisqu'il ne s'agit pas de maltraiter les sens, mais plutôt de les chérir, mais évidemment sans excès. C'est ça, c'est toujours trouver l'équilibre en fait. C'est la voie du milieu, c'est la voie de ce qui est juste, c'est la voie du dharma. Le dharma, c'est ce qui est juste, c'est l'ordre du monde. Et c'est une médecine qui est très exigeante parce que c'est une médecine qui veut nous emmener au cœur de l'âme, donc finalement à l'union divine, quoi, à l'union avec le soi, Paramatman ou Dieu. Pour moi, c'est ce mot-là que j'utilise aussi. Donc, ça nous demande d'être constamment en vigilance, même si j'aime pas trop ce terme, mais en conscience, quoi. En conscience de ce qui est juste et de la tendresse, oui, mais pas sombrer non plus dans trop de complaisance, voilà. Même pas du tout de complaisance. C'est vraiment naviguer sur la lame du rasoir, sur le fil, en fait. Pour ce qui est juste, c'est délicat. C'est de la beauté, c'est de l'orfèvrerie. Donc c'est quand même difficile. C'est difficile. C'est beaucoup d'études, de compréhension, de méditation, de contemplation, d'essais d'erreurs. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir de la tendresse, de l'autocompassion, parce qu'on fait beaucoup d'erreurs. On est des pécheurs sur le chemin. Donc c'est une vie, voire même plusieurs vies. Hein. En Inde, on considère que l'âme se réincarne et qu'on a plusieurs vies pour y arriver. Mais tout en gardant à l'esprit que le but ultime de l'existence, selon l'Inde, selon l'Ayurveda, c'est moksha, la libération spirituelle. Il y a quatre piliers dans la vie d'un être humain. Donc, moksha, l'éveil spirituel et le chemin spirituel. Il y a le kama, le plaisir. Donc, c'est le juste plaisir des sens. On en a besoin. On en a besoin pour avoir une vie épanouie. Il y a artha. Artha, c'est la prospérité matérielle pour pouvoir se nourrir soi, s'habiller, se loger, soi, sa famille et peut-être même aider sa communauté. Et après, il y a le dharma. Le dharma, c'est faire ce qui est juste, faire ce qui respecte le vivant. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 piliers. Mais le pilier le plus élevé, le but de l'existence, c'est moksha, l'éveil spirituel. Et j'ai envie de dire même que le corps, même si on en prend soin comme un temple en fait dans lequel l'âme vit et on en prend soin pour rester le plus longtemps en vie, pour pouvoir expérimenter sa vie spirituelle et grandir sur cette vie spirituelle, le corps de toute façon il est voué à mourir, il est voué à dépérir. Donc finalement, la plus grande santé, celle qui est la plus précieuse, c'est celle de l'âme, c'est celle dont on va prendre le plus soin, entre guillemets, et aussi parce que c'est la santé de l'âme qui va aussi en cascade va faire qu'on va avoir aussi une meilleure santé physique. Voilà. Mais la santé physique n'est pas le but ultime de l'Ayurveda. J'ai toujours du mal avec ça parce que quand j'apprends évidemment c'est une évidence, mais je ne me remets pas à cette évidence-là qu'on va devoir se séparer définitivement du corps et alors que j'essaye de comprendre ce que veut dire la transfiguration ou la résurrection des corps. Et puis je me dis, c'est quand même dommage toute cette nature qui aurait donc été créée, non pas pour rien, mais une sorte de parenthèse, en quelque sorte, dans un programme éternel. Hein, on va se débarrasser de tout ça? Le corps se recycle, le corps se transforme. Et après, quand on médite là-dessus, on comprend que finalement l'arbre, c'est l'extension de notre corps, la terre est l'extension de notre corps, donc tout ça continuera. Voilà, va se pérenniser dans le temps, mais sans matière. La matière va continuer. La matière continue. Notre corps se désagrège, notre corps devient humus, notre corps devient herbe, puis légumes. Oui, le corps continue sa vie différemment, et l'âme aussi. Et vous allez voir Amma régulièrement? Je vais voir Amma régulièrement, le plus régulièrement possible. J'y vais bientôt au mois d'août, oui. Ouais. Au mois d'août, pour mes 40 ans. Voilà, je serai auprès d'Amma normalement. J'y vais, j'essaye d'y aller à l'ashram, donc en Inde, tous les 2 ans. Amma nous a fait la joie de revenir cette année, donc on a pu la voir aussi en France. Et sinon, j'essaye d'aller régulièrement à l'ashram de Pongwa, à côté de Chartres.
Oui, ou qu'on connaît bien, puisque j'avais eu la joie de rencontrer Swamini, que vous connaissez bien. Que je connais, oui. Swamini Amrita Jyoti Prana. Et puis, on a aussi des groupes de pratique en Amma, partout en France, en fait, au niveau local. Et du coup, moi, je fais partie d'une sangha assez grande du côté de... Donc, une sangha, c'est une communauté spirituelle. C'est par visio, tout ça ou... Non, là, on se rejoint à côté de Redon. C'est 3/4 d'heure, 1 heure de route de chez moi. Et j'ai la grande joie avec 2 amis, frères et sœurs en Amma, de coordonner cette sangha du côté de Redon. Et vous êtes nombreux? On est entre 20 et 30, voilà. Rien qu'à Redon? Rien qu'à Redon. Sachant qu'il y en a une autre du côté de l'Orient. Enfin voilà, il y en a vraiment partout en France. Justement, c'est la question que je me posais. Et le petit Jésus et la Vierge Marie que vous aviez dans votre cœur, ils sont où maintenant? Ils sont toujours très présents dans mon cœur. Je pense que, d'ailleurs, c'est vraiment le chemin avec Amma qui m'a fait revenir à Jésus et Marie. Et puis mon retour en Bretagne, puisqu'ils sont quand même très présents en Bretagne. Pour moi, je ne peux pas dire que Amma et Jésus, c'est la même chose, puisque chaque incarnation divine est différente. Voilà, ils arrivent avec une histoire, un message, une façon de le dire, une époque qui est différente. On dit aussi en Inde une Shakti, une énergie divine qui est différente, qui vient peut-être mettre le focus sur un aspect de la divinité, même s'ils incarnent le tout. Donc ils sont différents, mais on ne peut pas ne pas faire le lien entre Jésus et Amma quand on écoute profondément le message d'Amma et quand on la côtoie. C'est évident que le message, l'essence du message est le même. Donc, quand je suis revenue en Bretagne, la Vierge Marie a été très présente dans ma vie. C'était dingue. Je suis arrivée dans une maison qui était juste derrière une église, rue des Templiers, et quand je méditais, j'étais constamment attirée par un endroit de l'église, mais constamment, physiquement. Je sentais une énergie très forte. Et intérieurement, j'avais cette information qu'il y avait une statue de la Vierge Marie ici. Mais l'église était tout enfermée, donc je ne pouvais pas voir. Et puis un jour, je parlais de ça avec une amie qui était de passage. Elle me dit, mais l'église est ouverte, là, on va voir. Donc on est allé voir, et effectivement, à cet endroit précis, il y avait la statue de la Vierge Marie. Et pour moi, j'ai toujours senti, depuis que je suis revenue en Bretagne en 2019, la protection de la Vierge Marie. La Mère divine, finalement. Et Amma incarne la Mère divine. C'est-à-dire qu'elle ne représente pas, elle incarne la Mère divine. Alors pour moi, oui, clairement. Clairement. Oui, moi je me souviens que Swamini disait à ce micro que nous en Occident, nous considérons que nous avons eu la visite du Christ et que c'est une visite unique, tandis que en Inde, et les adeptes d'Amma ne disent pas ça. Ils disent que ils reconnaissent et ils respectent le Christ, mais eux disent que des grandes âmes, il y en a régulièrement, que le divin suscite pour aider l'humanité, en quelque sorte. Oui, en fait, il y a deux voies. En fait, il y a donc les êtres humains, comme vous et moi, mais peut-être un peu plus avancés que vous et moi, qui atteignent l'illumination spirituelle, moksha, la libération. Et puis, on dit aussi qu'il y a ce qu'on appelle les avatars. Donc, ce sont des êtres qui naissent... c'est une incarnation divine, en fait, dès la naissance. Et beaucoup de personnes, en effet, en Inde et puis en Occident, reconnaissent Amma comme un avatar de la Mère divine. Tout à l'heure, quand on parlait de l'apaisement, en quelque sorte, avec le mental, d'apaiser aussi les sens, il y a aussi une dimension, je crois, dans l'Ayurveda qui est importante, dont on n'a pas parlé, c'est cultiver la mémoire juste. Je voulais savoir ce que ça voulait dire, parce que j'ai vraiment découvert le mot juste et la justesse cette année avec Thierry Janssen, qui nous parlait d'Égypte. Et donc, je me rends compte que derrière ce mot, c'est pas uniquement la justice, celle qui règle les différends entre les hommes. Il y a une vraie dimension. Il y a une vraie dimension et qui est très difficile à appréhender comme ça par le mental et à comprendre, puisqu'en fait, ce qui est juste pour une personne ne sera pas forcément juste pour une autre, et ce qui est juste à un moment donné ne sera pas forcément juste à un autre moment. Prenons l'exemple en Ayurveda, par exemple, de la sagesse des saisons.
l'alimentation par rapport aux saisons. C'est-à-dire que sur la saison chaude, la saison d'été, on va plutôt chercher à rafraîchir le corps et à l'hydrater. Alors que dans la saison d'hiver, on va plutôt chercher à le réchauffer, à maintenir en fait comme une marmite au niveau du ventre digestif une certaine chaleur en fait pour maintenir le feu digestif bien présent. Vous voyez, donc en fait on va pas manger la même chose en hiver et en été. Donc ce qui est juste ne peut jamais être dogmatique et figé. Ce qui est juste, c'est dans l'instant présent. Et du coup dans l'instant présent, ça demande d'être dans la présence, dans la conscience et dans la bouddhi. La bouddhi, c'est l'intellect éclairé, c'est la sagesse, le discernement. Donc, il faut de la connaissance, voilà. Donc, il y a la connaissance de, OK, de quoi mon corps a besoin, par exemple, pour être bien alimenté. Est-ce que un paquet de chips, ce sera bon pour lui? Est-ce que, voilà, de connaître quel est l'effet de ce que je mange, mais aussi l'effet de ce que je regarde, de ce que j'écoute, de ce que je sens. Comment j'utilise mes sens, en fait. Donc, la connaissance de l'utilisation des sens sur le corps. Et le discernement dans l'instant présent de ce qui est juste pour soi à ce moment-là. Est-ce que j'ai besoin de me reposer, de dormir? Est-ce que j'ai besoin d'aller marcher? Est-ce que j'ai besoin de voir quelqu'un, de discuter? Est-ce que j'ai besoin de me relier au divin? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui va me nourrir? Pour vous, le divin, il est où? Il est, j'imagine, partout? Est-ce qu'il est transcendant ou est-ce qu'il est dans la nature? Ou les deux? Il est les deux. Les deux. Pour moi, il est partout. Il est transcendant, il est innommable, je pense que je ne m'amuserai même pas à essayer de le décrire. Et à la fois aussi en Inde, on a cette vision que en fait le monde c'est la lila divine. En fait, c'est le jeu du divin. Et que le monde, il est là il se manifeste pour nous faire grandir. En fait, tout ce qui nous arrive, les personnes qu'on rencontre, tout ça est une orchestration parfaite du jeu divin, la loi du karma. Et orchestration parfaite. Alors comment on explique les souffrances, les guerres, C'est compliqué. C'est compliqué parce que pour moi, ça c'est le résultat du karma humain en fait. Je pense que l'humain s'est éloigné de la tendresse. L'humain s'est éloigné de cette mémoire juste, de ce qui est juste dans le rapport à l'autre, dans le rapport à la nature, dans le respect, dans la tolérance. Et à force de s'éloigner, on laisse entrer les démons dans le cœur, en fait. On laisse entrer les démons d'intolérance, de jugement, de violence, de force. Et on crée du karma. L'être humain crée du karma. Et ça fait beaucoup de victimes. Et ça fait beaucoup de victimes, beaucoup de souffrances. Pour moi, évidemment, que Dieu ne veut pas ça pour ses enfants, pour sa création. En fait, il a une création qui lui a complètement échappé. Ça a raté, en quelque sorte. On a notre libre arbitre. On a notre... le divin, c'est une intelligence. Pour moi, je le vois comme ça, hein, une intelligence. Mais c'est une intelligence qu'on a en soi. Et c'est dans notre cœur. Et du coup, si l'être humain ne fait pas ce retournement d'aller voir dans son cœur, il ne rencontrera pas le divin. Et s'il ne rencontre pas le divin, il créera le chaos. Et le chaos crée la souffrance. Donc pour moi, la seule solution, c'est d'aller dans cette rencontre avec le divin en soi, dans notre cœur. De retrouver la justesse, de retrouver le chemin de l'alignement, individuellement et collectivement. Parce que je pense aux personnes qui sont victimes de guerre ou qui sont victimes de maladies, qui vraiment sont totalement innocentes. C'est très injuste, c'est très difficile dans ce cas-là. Et elles ont une voie spirituelle, il y en a qui la vivent, mais c'est quand même une voie extrêmement aride et ingrate de se dire, ok, j'accepte. C'est une sorte de résignation, non? Non, c'est une forme de résilience. C'est difficile, on peut pas, comment dire... C'est pas une formule yaka faucon, quelque chose qu'on peut imposer comme ça. Je pense même que des fois, c'est très difficile d'être dans l'acceptation totale de quelque chose d'horrible, de quelque chose d'ignoble. Donc, c'est une, comment dire,
ça peut être une chance, voilà, d'avoir la foi et de pouvoir se tourner vers plus grand que soi et comme une branche à laquelle on s'accroche pour se sauver, quoi, pour sauver son âme. Mais c'est un chemin de résilience. On dit en Inde qu'on porte notre karma individuel et le karma collectif de notre pays, de notre communauté, de notre famille. Et on est évidemment, personne n'est à l'abri en fait. Personne n'est à l'abri des grandes catastrophes du monde matériel, que ce soit des catastrophes climatiques ou des catastrophes humaines. Oui, même au niveau de la santé, parce que même vous me disiez, la santé de l'individu et la santé du collectif sont liées. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que on interagit constamment avec notre environnement, avec notre environnement naturel, mais aussi avec les personnes avec qui on vit dans notre famille, mais aussi les personnes avec qui on travaille. Et on le voit très bien dans notre quotidien. C'est-à-dire que si, je sais pas, une personne arrive vers nous et est très énervée et très en colère, ça va peut-être changer notre état intérieur, nos perceptions, même notre vision après dans la journée des faits qui s'écoulent. Donc on est imbriqués les uns les autres en fait dans nos relations, dans notre façon de percevoir le monde. Et prendre soin de sa santé, puisqu'on parlait beaucoup de la santé pendant cette rencontre. Vous dites en fait c'est pas c'est quelque chose qui dépasse largement l'ego et c'est un acte de compassion. Je trouve ça très beau comme expression. Oui. Et oui, parce que prendre soin de sa santé, c'est prendre soin des autres. C'est-à-dire que si on prend soin de sa santé, qu'elle soit physique ou mentale, on sera plus à même d'être dans la relation juste avec l'autre. On va peut-être moins attendre de l'autre. On va pouvoir lui offrir le meilleur de nous-mêmes. Donc, on ne le fait pas que pour soi. Hein. On le fait pour avoir des meilleures relations. Et c'est aussi quand on se penche un petit peu sur la santé, on voit très bien que, par exemple, aujourd'hui, on sait que les pesticides ont un impact négatif sur le corps, sur notre santé. Donc, par exemple, de manger des fruits, des légumes de l'agriculture biologique, c'est aussi une façon de prendre soin de la nature. Donc, tout est relié. Si on veut prendre soin de soi, ça veut dire être conscient qu'on va chercher à boire de l'eau de qualité, respirer un air de qualité, et du coup, on va faire en sorte que les conditions environnementales soient les meilleures pour nous, pour la nature, pour son voisin, pour sa communauté. Et vous m'envoyez aussi des petites notes que j'ai lues pour préparer cette émission, et vous m'écriviez, j'aimais beaucoup cette phrase, que les corps appartiennent à ce jardin divin que Dieu nous a demandé de protéger, honorer, chérir comme un temple recevant l'Esprit Saint. Là, tous les chrétiens adhèrent. Ouais, ça me parle énormément. C'est ma vision, c'est ma compréhension de l'Ayurveda. Et voilà, l'idée, c'est pas de repousser le corps. C'est pas d'en faire quelque chose d'impur parce que c'est pas ce qui est éternel. L'idée, c'est vraiment de comprendre que ce corps, il fait partie de cette création divine, autant qu'un arbre, autant qu'une fleur, autant qu'un animal, et il a sa place de corps humain. Et donc on peut le chérir. Voilà, c'est un objet de contemplation, de méditation et d'action. Et le karma yoga, vraiment l'action désintéressée, l'action remplie d'amour qu'on peut tous accomplir en prenant soin de notre corps au quotidien. En fait, en vous écoutant, je prends conscience du fait que on a tous à apprendre les uns des autres, parce que effectivement, ce que l'Occident avait peut-être le plus maltraité, très étonnamment, alors qu'il est chrétien et que c'est la religion de l'incarnation, c'était le corps. Et on apprend justement à respecter le corps, notamment avec les sagesses orientales, principalement, notamment tout ce qu'on est en train de dire avec la sagesse qui vient de l'Inde. Tout à fait. Après, je pense qu'aussi en Occident, peut-être on a eu peur de ce corps, parce qu'en fait, notre humanité, notre corps, c'est aussi là où se logent nos péchés, en fait. L'avidité, le corps, le corps, il est programmé pour la survie.
Le corps est programmé pour la survie, donc il va peut-être se sentir dérouté face à un adversaire et peut naître la jalousie. Il va avoir peur de manquer, donc il va avoir de l'avidité pour accumuler. Donc en fait, le corps, avec ses réflexes de survie, il induit en fait nos vasanas, nos tendances négatives. Donc ça peut faire peur et on peut se dire, bon ok, moi je rejette tout ça. Comme ça, je m'élève et je m'occupe que de la partie belle, spirituelle, etc. Mais c'est un chemin, c'est un raccourci. Toute l'Inde nous explique que non, c'est un long chemin de méditation, de contrôle des sens, de contrôle du corps pour transformer en fait cette physiologie de survie en physiologie d'amour. Comment on peut accueillir même au cœur des plus grandes atrocités, de la plus grande difficulté. Et là, le Christ, il nous a quand même enseigné ça. Comment, dans la plus grande souffrance, je peux rester un cœur d'amour. Comment je peux transformer la survie de mon corps physique, de mon corps de matière, en un corps rempli d'amour. Amma aussi l'enseigne. Elle se donne pendant des heures et des heures à travers le darshan, et elle enchaîne après dans la lecture des lettres que les gens lui envoient. Elle répond aux personnes après des fois 18-24 heures de darshan sans s'arrêter. Son corps souffre énormément et pourtant elle est béatitude et elle est amour. Donc c'est la promesse que nous font ces saints, ces sages, et c'est la promesse des textes que par ce chemin-là, par la pratique, par la sadhana, ce qu'on appelle la sadhana, c'est la pratique spirituelle quotidienne, on peut transformer notre corps animal en un corps de résurrection, un corps d'amour, un corps de gloire. Justement, comme vous parlez de corps animal, une parenthèse que je souhaiterais ouvrir dans cette émission. Après l'émission avec Priscilla Richard, j'avais eu des réactions, quelques réactions quand même d'auditeurs, d'auditrices qui s'étonnaient de cette histoire de Lakshmi, l'éléphant, cet éléphant maltraité chez Amma. Il y a toute une polémique. Il y avait eu un documentaire, je crois, je n'étais pas au courant, il y a quelques années. Et donc, il y a des personnes que ça indigne en se disant, mais on ne peut pas dire qu'on est Amma et tolérer ce genre de traitement de cet éléphant qui est à l'ashram. Je comprends qu'on se dise ça. C'est évident. Enfin, pour moi, c'est une évidence qu'on puisse se dire ça. Mais quoi, c'est pas vrai alors ? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une éléphante à l'ashram d'Amma en Inde qui s'appelle Lakshmi et qui est très souvent dans une cage. Voilà, c'est une éléphante qui est utilisée pour les rituels. Mais je pense que c'est important de prendre le contexte qui est plus global et de connaître l'histoire. Donc déjà, Lakshmi et son frère, dont je ne connais pas le nom du deuxième éléphant, ont été offerts à Amma quand ils étaient petits. Et donc, ils avaient une vie dans la forêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que le frère de Lakshmi, l'autre éléphant, dont je ne connais pas le nom, quand Amma n'était pas là, il pleurait. Et il ne faisait que appeler Amma. Et dès que Amma venait, il se calmait et la relation était très, très fusionnelle. En Inde, on croit en la réincarnation et on croit en la réincarnation d'âmes qui arrivent dans des corps d'animaux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont autour d'Amma qui sont des réincarnations d'âmes, en fait. Et en fait, on juge avec notre regard d'être humain, occidental en plus, avec nos croyances, nos concepts. Et je pense que ça peut nous échapper complètement, en fait, que Lakshmi, cette éléphante, elle puisse avoir une âme et que cette âme, voilà, je ne veux pas rentrer trop dans mes interprétations, parce que ce sont mes interprétations, elle puisse avoir quelque chose à en retirer de cette expérience auprès d'Amma. En tout cas, ce que je peux témoigner, c'est que Amma est une femme qui, avec tous les autres animaux et les êtres humains autour d'elle, laisse une totale liberté. Et que Lakshmi a un traitement différent. Pourquoi ? Comment ça différent ? C'est-à-dire qu'elle est très souvent enfermée dans cette cage, elle est utilisée pour les rituels. Et puis il y avait des photos, je crois, avec des chaînes. Oui. Lakshmi, elle a quand même des soins quotidiens, elle est baladée de temps en temps, et elle a des chaînes. Alors je pense que ça, c'est purement une obligation légale. On est quand même dans un ashram où il y a des milliers de personnes, et ce serait peut-être un petit peu dangereux d'avoir un éléphant sans ces protections, voire peut-être illégal en Inde. Et donc il n'y a pas de maltraitance sur Lakshmi ?
Moi, je vois pas de maltraitance. Alors après, j'ai une totale confiance en Amma, en ce qu'elle fait. Voilà. Mais c'est pas une confiance aveugle, c'est une confiance qui s'est construite. Je la connais depuis 2010. Donc, ça fait 15 ans, 16 ans que je la connais. Et donc, à force de voir à quel point elle œuvre pour les gens, à quel point elle se donne, à quel point elle-même est dans une... comment dire ? Elle-même a des chaînes, mais c'est des chaînes qui sont voulues. Je pense que même si on s'interroge tous à notre niveau, en fait, on choisit nos chaînes. Alors des fois, on s'en plaint, mais on est libre de s'en libérer. Et puis, des fois, on les choisit consciemment. Et puis, la matière nous emprisonne quelque part. Elle nous force à nous lever le matin, à travailler pour se nourrir. Elle nous impose, en fait, finalement, tapas, l'austérité. Voilà. Un maître comme Amma, un maître comme Jésus, pour moi, ils sont en communion avec l'ensemble du vivant. Et il y a assez d'expériences extraordinaires qui se sont passées avec Amma et les animaux, voire même les arbres, pour comprendre qu'elle est en communion et en communication avec eux. Donc, j'ai pas vraiment de doute, en fait, sur le fait que Lakshmi a sa place de cette façon-là à l'ashram. Et pour moi, elle n'est pas maltraitée, elle est plutôt dorlotée. Voilà. Elle a juste un travail à fournir. Priscilla m'avait dit la même chose. Je tiens à dire, comme on arrive un peu au terme de cette rencontre, que là, effectivement, je prends conscience qu'en un an, c'est le 3e épisode consacré à Amma. Alors, je tiens à dire auprès des auditeurs qu'il n'y a absolument que Zétéo n'est pas dans une obédience ou dans une commande des services de communication autour d'Amma. Ça s'est fait de façon totalement spontanée. La rencontre avec Swamini m'avait été suggérée par une amie qui est absolument insoupçonnable de ce type de pratique. La rencontre avec Priscilla, c'est l'ami de Jean-Philippe de Tonac. Je suis ami avec Jean-Philippe, je l'invite et c'est comme ça que ça s'est fait. Et notre rencontre, là, c'est carrément votre initiative. C'est vous qui m'avez fait la grâce de me contacter. Il y avait cette part purement spontanée. Oui, d'autant plus qu'on n'avait pas parlé d'Amma au début. Oui. En fait, je vous avais contacté parce que je suis les enseignements en Ayurveda d'Armanda Dos Santos, dont j'apprécie énormément le travail. Et comme je suis une auditrice de Zétéo, je m'étais dit « Ah, Armanda aurait vraiment sa place dans ce podcast », donc je vous avais plutôt contacté pour ça. Puis finalement, vous avez découvert mon travail et on avait plus parlé d'Ayurveda. C'est assez récent que... Vous voulez en parler d'Armanda un petit peu ? Ce que je peux dire d'Armanda, c'est que c'est une femme dont vraiment j'estime énormément le travail. Qui est-elle ? Vivante, pas vivante ? Elle est vivante. Elle est vivante. Elle vit au Maroc. Elle enseigne, du coup, elle a écrit beaucoup de livres. Elle enseigne l'Ayurveda. Elle a aussi un podcast. Je ne sais plus si elle l'anime encore aujourd'hui. Oui. Elle est allée au cœur, vraiment au fondement, aux fondations de l'Ayurveda à travers les textes qu'elle traduit en français. Donc, elle est française. C'est une femme alors, d'origine... je ne sais pas de quelle origine, mais elle parle français. Voilà. Elle fait des traductions. Donc, c'est assez rare quand même des traductions des textes en français. Voilà, il y en a pas pléthore. Et c'est d'autant plus rare que ce soit une femme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Ayurveda, c'est des textes qui ont été écrits par des hommes et souvent pour des hommes, puisqu'à l'époque, c'était les hommes qui pratiquaient la médecine. Et du coup, d'avoir le regard en fait d'une femme sur ces textes-là, la compréhension et la subtilité d'une femme, en tout cas d'Armanda, pour moi, j'ai jamais reçu un enseignement de cette subtilité-là et de cette tonalité-là, voilà, qui me parle énormément. On peut redire son nom de façon que les auditeurs, les auditrices le notent. Donc bien sûr. Armanda Dos Santos. Dos Santos. Effectivement, vous m'avez parlé de ce podcast d'une femme qui a eu de graves maladies. C'est une femme voilà, qui a traversé à plusieurs reprises le cancer. Elle a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Du cancer à l'Ayurveda ». Et qui a une tendresse en fait et un regard à la fois très très exigeant. Voilà, c'est justement elle conduit très bien sur cette mémoire juste de l'âme, du corps éternel et qui peut nous sortir petit à petit de notre condition de prajnaparada qui est notre oubli en fait, notre oubli du soi, notre oubli du juste.
Il s'en passe des choses au Maroc. Bon, j'avais pas prévu d'aller au Maroc, mais c'est pas la première fois qu'on me parle du Maroc. Peut-être un jour, c'était plus simple de venir vous rencontrer, Mathilde, et c'était aussi une joie. Quelque chose qu'on s'est pas dit pendant cette rencontre et que vous souhaiteriez dire aux auditeurs, aux auditrices. Mais d'abord, j'ai une question à vous poser, puis ça vous donne peut-être le temps de réfléchir. Vous écoutiez Zétéo? Oui. Depuis combien de temps? Ça doit faire 3 ans, 3-4 ans que j'écoute Zétéo. Ouais. Et j'ai vraiment... je suis très étonnée d'être là, au micro aujourd'hui. Je suis vraiment à chaque fois touchée par vos épisodes, par vos intervenants et par la qualité des témoignages, des expériences, du savoir qui est transmis à ce micro-là. Et c'est très, très touchant. Et moi, ça me parle énormément. Vous questionnez souvent sur le syncrétisme et sur le fait de faire des passerelles qui seraient malvenues, en fait, entre traditions. Moi, je pense que les différentes traditions me nourrissent énormément et me permettent d'avancer vers cette réalité ultime avec des angles de vue différents. Donc ça me plaît énormément. Et en même temps, je comprends. Amma, par exemple, elle donne une métaphore que je trouve très belle, c'est-à-dire que la source, la réalité ultime serait comme une source, une rivière souterraine. Et il faut creuser à un endroit pour l'atteindre. Si on commence à faire un trou ici, un trou ici, un trou là-bas, il y a de grandes chances qu'on n'arrivera jamais à atteindre cette source. Choisir sa voie et creuser à un endroit précis pour atteindre la source. Mais une fois arrivé à la source, ce sera la même pour tout le monde. Et ça me parle énormément. Et voilà, merci pour ce podcast parce qu'il nous permet justement d'entendre différentes voix. Ça me permet de réagir parce que vous avez prononcé le mot de syncrétisme que j'ai effectivement souvent brandi comme un épouvantail. Et alors là, je tiens à battre ma coulpe parce que j'ai des très beaux échanges avec une auditrice en Suisse qui m'a appris d'où venait le syncrétisme. Et alors, je connais plus très bien l'histoire, mais en fait, le syncrétisme, c'est venu d'un moment de persécution où différents hommes et femmes de différentes religions se sont associés pour lutter contre les persécutions et que c'est dans cette unité, sans renier qui ils sont, c'est dans cette unité qu'ils ont trouvé une solution et un salut. Et donc je pense, toute cette rencontre que j'ai eu la chance d'avoir avec vous, c'est toute l'illustration pour moi qu'il y a un vrai bon syncrétisme qui est à ne pas renier sa propre identité, même si vous, Mathilde, française, vous êtes imprégnée maintenant d'Amma et de sagesse indienne, et j'allais dire tant mieux, parce que ça permet d'irriguer la Bretagne, et puis il y a beaucoup d'autres personnes qui le font aussi comme vous, mais en même temps, on ne renie pas son identité, ou on a une identité, comme vous venez de le dire, on va creuser à une source particulière, celle qui nous correspond le mieux, puis après on irrigue. Et on se rend compte qu'on tient tous les mêmes langages. Complètement, et puis je pense que il faut rester simple. En fait, le plus important, c'est quand même de s'aimer avec un grand A, hein, dans la fraternité, de se respecter, de s'écouter, de se tolérer, d'apprendre à se comprendre, de faire au mieux pour l'autre. Restons simples, il n'y a pas besoin de grandes théories, et je pense que c'est le message central des grands maîtres, en fait, en tout cas de ce qu'ils attendent de nous, de ce que Dieu attendrait peut-être de ses enfants, de s'aimer, de se respecter. Alors je reviens par rapport au syncrétisme. Merci infiniment, Mathilde. Je reviens par rapport au syncrétisme parce que je viens d'apprendre, et c'était un peu confus dans ma tête, donc qu'on ne m'en veuille pas, mais on en reparlera et on cessera de parler à ce micro du syncrétisme comme d'un épouvantail, comme de tout. Il y a du bon et du moins bon. J'en viens, Mathilde, puisqu'on arrive à la fin de cette rencontre. Je vous disais, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire et auquel vous n'aviez pas pensé? Là, je vous ai donné un petit peu de temps pour y réfléchir, à moins que vous avez quelque chose à nous dire? Je sais pas, on s'est dit beaucoup de choses. Je pense que l'Ayurveda, c'est un territoire à découvrir en prenant son temps. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'essayer de ne pas mettre entre nous et le monde trop de dogmes, trop de croyances, trop de vérités vite établies. Je pense qu'on est dans une ère, dans une époque où beaucoup de gens pensent avoir raison, où il y a
des conflits en fait, d'idées, de croyances, de perceptions. Et j'ai l'impression que c'est important de réapprendre à prendre le temps de découvrir l'autre, de découvrir sa croyance, de découvrir son univers et sa philosophie, sa science. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais pour l'avenir, que l'Ayurveda tranquillement puisse prendre sa place sans heurter sa simple place de science du vivant et de connaissance, et qu'elle trouve un écho, une écoute en fait, une écoute bienveillante et patiente, et une ouverture d'esprit, une curiosité, voilà, d'être dans une curiosité ouverte pour que le monde s'enrichisse de ces savoirs ancestraux en fait, qui nous parlent quand même de comment garder notre terre en bonne santé et nos relations humaines harmonieuses. Donc c'est quand même un enjeu extrêmement important pour aujourd'hui et pour demain. Je suis sûr que c'est en train de se faire, la preuve, avec des personnes comme vous et tant de personnes que je rencontre. Et je pense que ZTO n'est qu'une tête d'épingle. Il y a énormément de mouvements comme celui-ci. Et en même temps, ça va être nécessaire, mais ça va être difficile parce que je sens qu'il y a aussi des crispations de plus en plus grandes en fait dans la société qu'on connaît, de plus en plus de personnes qui ont besoin de se protéger en affirmant et en se protégeant derrière des certitudes un petit peu rapides. Ça va pas être facile, mais d'autant plus un message d'amour comme celui d'Ama et un message d'équilibre comme l'Ayurveda ne sont que bienvenus, encore plus bienvenus et nécessaires. Oui, le message et la pratique. Je reviens à la pratique puisque en fait, on a besoin pour faire face aux enjeux de demain qui vont être difficiles et qui sont difficiles hein, quand on y est, parce que moi je me coupe pas du monde, j'ai un travail à côté, je me rends bien compte de ce que c'est. On a besoin d'un corps, d'un système nerveux qui soit solide et résilient. On a besoin que notre corps soit capable de faire face aux enjeux de demain. S'il est trop faible, et il est faible, de par notre monde moderne, de ce qu'on mange, de nos écrans, de notre sédentarité. Si notre corps est trop faible, ça peut être difficile de faire face aux enjeux de demain. Donc on a besoin de prendre soin maintenant de nos corps pour soutenir ce qui nous attend. Encore quelque chose ? Tout cela, on peut le faire ensemble. Voilà, j'ai envie de dire que ça se fait et moi je suis très heureuse de pouvoir partager comme je peux, même de façon gratuite, mes connaissances pour qu'on puisse avancer tous ensemble, puisque je pense réellement que ensemble, voilà, on peut vraiment s'aider. Voilà, l'humanité est belle dans le collectif et c'est pas forcément ce qu'on voit aujourd'hui et je pense que c'est important de le rappeler. Merci Mathilde. Merci Guillaume. Merci Mathilde, merci infiniment et de m'avoir contacté, de cette nouvelle bouffée d'air pur que vous nous offrez. Merci chers auditeurs, chères auditrices et à bientôt pour un prochain épisode. Merci à vous, merci beaucoup.